Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le nord de l'Alsace, à Obersteinbach, un petit village à la frontière franco-allemande. Et on va aller à la rencontre de Sébastien. Sébastien qui a effectivement créé tout un écosystème dans son jardin pour préserver les insectes. Mais avant ça, je vous invite à venir avec moi découvrir ce village que j'affectionne particulièrement. Salut toi. Salut toi. Hey. Salut toi. Comment ça va? T'es un beau garçon toi. Je crois que je me suis fait un nouveau copain. Il me suit. C'est une petite cabane qu'ils ont installée un peu partout dans les Vosges du Nord. J'aime beaucoup le style, ce noir avec ce rouge. Alors je sais que le rouge a été un peu décrié, mais moi j'aime bien. Et vous allez voir à l'intérieur, il y a les cartes des différentes randonnées dans le coin qui sont possibles. Et j'aime beaucoup ça. Je me verrais bien avoir ça dans mon jardin en fait. Alors ici c'est le lavoir, l'ancien lavoir de Obersteinbach. J'aime bien ce lavoir parce qu'il a une forme de toit un peu particulière. Et de manière générale j'aime bien les lavoirs, c'est vrai. Ça rappelle une autre époque, pas si lointaine parce que finalement ma grand-mère me racontait qu'elle allait laver le linge dans le lavoir du village. Et c'était il n'y a pas si longtemps finalement. En tout cas celui-ci, je le trouve particulièrement beau. Alors, une des spécificités de Obersteinbach, c'est que c'est un point de départ de pas mal de randonnées. Et d'ailleurs, il y a le GR53 qui passe par ici. Donc vous pouvez très bien vous garer et aller partir à l'assaut de différents châteaux. Il y a le Fleckenstein aussi qui est pas très loin. Et puis vous pouvez aussi aller à Langensulzbach. Alors Langensulzbach, en général personne ne connaît, mais c'est un petit village où j'allais passer mes vacances quand j'étais petit, puisque mes grands-parents habitaient là-bas. Voilà. On est fin octobre et c'est vrai que j'aime bien parce que les feuilles ont commencé à changer de couleur. Tout doucement, il y a cette robe d'automne qui arrive sur la forêt. Et c'est vraiment chouette comme atmosphère. Alors vous allez voir, à proximité du village, il y a déjà un château à visiter si vous le souhaitez. Et puis surtout, il y a un magnifique point de vue avec une arche en grès comme ça. Et j'aime bien y boire mon thé. Donc on va y aller, je vais vous montrer ça. Et puis je pense que vous n'allez pas être déçus. Alors derrière moi, vous pouvez apercevoir le Arnsburg. C'est un château que vous pouvez visiter. Alors, comme tous les châteaux en Alsace, ou presque, il est en ruine. Mais ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a un super beau point de vue. Et c'est vraiment sympa. Alors si vous avez des enfants, il faut faire attention un petit peu.
Mais voilà. Je suis déjà venu souvent, hein, mais ça le fait à chaque fois. Waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Bon, bah on va aller faire un petit thé. Je vous emmène maintenant à la rencontre de Sébastien. Sébastien qui habite à Obersteinbach et qui a créé dans son jardin tout un écosystème pour préserver le monde des insectes. Alors c'est un jardin que vous pouvez visiter et d'ailleurs il vous expliquera comment faire ça chez vous si vous le souhaitez. On est sur l'épisode 12 de l'Alsace autrement. J'espère que le reportage vous plaira et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux endroits, de nouvelles personnes que je trouve inspirantes. Et quant à moi, je vous souhaite de faire de belles rencontres. À très vite. Bonjour, je m'appelle Sébastien. On me surnomme également l'homme insecte. C'est un surnom qui me va bien, je pense, puisque je fréquente les insectes et les plantes tous les jours depuis l'âge de 4 ans. Je suis le concepteur d'Hymenoptera, le sanctuaire pour la biodiversité, une vitrine pédagogique sur une surface de 6200 m², donc c'est déjà un très grand jardin, constellé de plusieurs biotopes, puisque ce sont les contrastes entre les différents milieux, les différents biotopes qui donnent l'explosion d'une biodiversité augmentée. Nous savons aujourd'hui que nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes volants en 30 ans. Et ça, je l'ai observé évidemment au fil du temps, mais sur des séquences très rapides et effrayantes. Nous avons perdu 40% des oiseaux, de la biomasse des oiseaux, et 30% des chauves-souris. Donc il fallait absolument créer le projet Hymenoptera dans le cadre d'une vitrine pédagogique, comme je l'ai dit auparavant, puisque le jardin, évidemment, il est visitable, il est ouvert au public. Et l'homme insecte, à lui tout seul, a réussi à faire changer les pratiques de centaines de jardiniers. Alors, pour vous expliquer le fonctionnement d'un écosystème, il faut penser à la base. Commencer par la base. La base qui est le plus souvent négligée et qui est la plus importante évidemment. Celle que j'appelle le starter, à savoir les tas de compost, les tas organiques. Donc, premièrement, rien de ce qui est produit au jardin ne doit sortir du jardin. Tout doit être restitué au jardin, ça se décompose et ceci fait le lit d'un nombre incroyable d'organismes invertébrés qui sont dits détritivores, puisqu'ils sont là pour fragmenter cette matière afin de la diminuer pour au final la rendre à nouveau assimilable sous forme de minéraux par les plantes. Si vous voulez,
ce processus me fascine. Autant parce qu'il est négligé, je ne comprends pas pourquoi, mais aussi à cause du nombre d'habitants sur cette faible surface. Si l'on tient compte des tout petits organismes jusqu'aux plus grands qui vivent ici, ça fait clairement l'équivalent Chine, Inde, Pakistan réunis en termes d'habitants. Donc rien que ça, c'est absolument fascinant. Et bien sûr, quand vous avez un tel lot d'invertébrés décomposeurs, ben, ça va fonctionner comme un appel de la nature qui va donner des signaux aux prédateurs, donc les musaraignes, certaines araignées spécialisées, les salamandres, les tritons, les hérissons, les orvets, les oiseaux, les chauves-souris vont toujours graviter autour et dedans en fonction des espèces dans ces tas de compost pour prédater justement cet élevage quasi industriel de détritivores. Voici mon petit lieu secret, celui au sein duquel j'aime me retirer pour profiter de la fraîcheur et du clapotis de l'eau de la rivière le Steinbach. Et c'est une zone, une friche humide en fait, avec une végétation particulière, donc un biotope particulier qui va évidemment attirer les animaux inféodés à ce type de milieu, les animaux qui ne sauraient vivre dans un milieu sec par exemple. J'aime me retirer ici parce qu'on se sent en sécurité. Les insectes aussi aiment la sécurité parce que pour obtenir de la biodiversité au jardin, il faut avant tout des cachettes et de la nourriture. Et ici, c'est le cas, des cachettes et de la nourriture. Pour moi, ici, pour moi en tant qu'humain qui profite du calme, le calme qui est devenu un luxe extraordinaire de nos jours, c'est à la fois une cachette, un refuge, et aussi un refuge, un lieu spirituel. C'est ici que je me recueille, voilà, avant d'entrer dans le jardin vraiment, avant de m'en occuper. Alors, ici, un autre milieu d'importance, la pièce d'eau, les mares. Les mares sont très importantes au jardin puisque beaucoup d'animaux dépendent de la présence d'un point d'eau. Les mares se sont considérablement raréfiées, elles ont été drainées ou comblées ou que sais-je encore, et les mares profitent aux libellules, aux amphibiens, donc les tritons, les crapauds, les grenouilles par exemple, mais beaucoup d'autres animaux, hein. Donc on peut dire globalement que quand on intègre une mare au jardin, on peut compter clairement sur 20% de biodiversité en plus. Donc si vous souhaitez faire une mare chez vous, il faut que l'écosystème en fait autour de vous, de chez vous, soit viable. Il faut qu'il soit complet. Alors évidemment, la mare, il faut qu'elle soit correctement configurée, correctement orientée et avec plein de prédateurs dedans. Donc les libellules, les larves de libellules vont dévorer les larves de moustiques, mais les libellules adultes vont à leur tour chasser les moustiques adultes. Et pour que les libellules viennent, il faut de l'herbe haute partout, tout autour de la mare et non pas des pavés d'une marque quelconque fabriquée en Chine ou surtout pas Tondrara parce que là effectivement les prédateurs n'auront pas de support pour se reposer ou pour chasser tout simplement, hein, parce que c'est le poste d'envol. Ensuite les araignées sont trop souvent négligées. Les araignées ont besoin pour la plupart des espèces des supports pour tisser leurs pièges, leurs toiles en l'occurrence, et donc si vous coupez les herbes hautes ou si vous mettez des pavés autour, ben, vous n'aurez pas le filtre des araignées. Ensuite, il faut des haies, une ceinture de haies autour du jardin, et ça vaut pour tous les jardins et dans la nature aussi. Une haie protectrice qui va protéger le jardin, mais qui va aussi amener les oiseaux à nicher. Et donc, plus vous aurez d'espèces d'oiseaux au jardin, mieux, moins vous serez attaqué par les moustiques. Alors, je vous garantis qu'ici, il y a énormément de larves de moustiques. Mais je ne me fais quasiment jamais piquer parce que l'écosystème, il est viable, il est équilibré. Donc en fait le bois mort est très important, donc ce bois debout doit rester debout le plus longtemps possible parce qu'il est bien sec. D'abord ce sont des premières escouades de coléoptères qui vont pondre dans le bois. Les larves creusent les galeries, ici plein de petits trous de 1 à 5 mm.
Et ensuite, ce sont les hyménoptères, donc des petites espèces d'abeilles qui vont chercher du pollen, l'insérer dans les trous, mettre les œufs et reboucher, et des petites guêpes qui vont chercher des proies pour les insérer à l'intérieur. Alors ici, en l'occurrence, c'est occupé par des petites guêpes qui chassent les microlépidoptères, c'est-à-dire les micro-papillons. Si le bois tombe, il va absorber l'humidité, il sera impropre en qualité d'hôtel à insectes. Il va alors à ce moment-là intéresser d'autres espèces, les mousses par exemple, des vers diverses, des cloportes et des millepattes par exemple. Hein. Et tant qu'il est debout au sec, il va principalement être préféré par les hyménoptères. Ici, on voit des galeries très larges qui ont été creusées. C'est une chenille d'un papillon de nuit qui s'appelle le Cossus gadebois. Et c'est cette chenille qui aura tué l'écorce justement, ce qui aura complètement achevé cet arbre. Alors ici on voit encore une structure qui est faite en pierre. Alors elle n'est pas creuse, elle est pleine, hein, c'est un cairn, on appelle cela un cairn. Et on dispose des pierres plates autour et les pierres qui sont un peu grossières au milieu. Les pierres elles sont disposées sans ciment, sans lion, sans rien. Donc c'est fait avec de la pierre sèche. Là aussi ça a une fonction écologique importante, en plus de la fonction de décorum. Personnellement, l'homme insecte ne verrait pas le jardin sans ces tumulus ou sans ces cairns, parce que ça habille carrément le jardin. Et devant, vous avez une plante sauvage qui est magnifique, qui est très très bonne pour les insectes et pour les oiseaux, notamment les chardonnerets. C'est le chardon penché. Pourquoi penché? Parce que la fleur, la pédoncule de la fleur est toujours penchée. On ne les voit presque plus dans la nature, mis à part quelques endroits. Donc ce sont des plantes bisannuelles qu'il faut intégrer au jardin. Elles sont bonnes pour les coléoptères et pour les hyménoptères ainsi que pour les mouches. Ce chardon n'est pas aussi agressif que le chardon vulgaire, hein. Il va se disséminer ici ou là et sa présence est vraiment très très bénéfique pour les insectes. Alors ici, c'est la zone maigre la plus vaste du sanctuaire. Elle est vraiment très très grande. C'est la première que j'ai réalisée donc début 2015. Alors ici on trouve des belles bisannuelles comme les vipérines vulgaires, et non, c'est pas une herbe indésirable, c'est une superbe plante. Elle se ressème d'année en année et puis elle voyage, donc elle va former un tableau différent d'année en année, d'autant plus qu'elle est très mellifère, et il y a même une abeille sauvage, oui, une abeille solitaire qui en dépend, à savoir Osmia adunca. Ici on a une petite exotique qui est très belle, fleurie 2 fois, donc elle est remontante. À partir de fin juin, début juillet, elle va fleurir des fleurs pourpres ou mauves qui sont très mellifères également. On voit déjà le gaillet croisette et le caillet blanc qui fleurit également, et bientôt ça sera suivi par les achillées à feuilles de fougère qui atteignent jusqu'à 1,80 m de haut pour une floraison jaune. Ces plantes sont toutes extrêmement résistantes à la sécheresse, donc toujours adaptées aux zones maigres, pauvres et filtrantes. Alors comment est-ce que j'ai créé cette zone maigre? Et bien là, il fallait tout de même un petit grain de folie, tout simplement parce que la première fois quand je suis venu, je viens de l'extérieur, je ne suis pas originaire d'ici. Il faut se rappeler qu'ici, il y a 10 ans, tout était à plat, il n'y avait rien du tout. À moi tout seul, j'ai déplacé 200 tonnes de matériaux, creusé des trous, amené du bois, 20 mètres cubes de bois mort, des dizaines de tonnes de pierre, 100 tonnes de sable et de la terre sablo-limoneuse. Donc ici, j'ai d'abord créé une litière de 10 cm de tuiles concassées, à partir de là jusqu'en profondeur au jardin, jusque tout au bout, juste pour faire cet open bar pour les butineurs. Ça m'a pris des jours entiers à les éclater à coups de masse, et ensuite des semaines à ramener de la terre à coups de brouette, de la terre maigre, pauvre, sans humus. J'ai recouvert le tout, j'ai mis les graines, quelques plantes, et voilà le résultat. Peut-être maximum 2 désherbages en 10 ans. Une toute petite mare intégrée dans la rocaille, j'insisterai toujours très fermement avec force sur les contrastes, open bar pour les butineurs, des cachettes ici, donc toujours de la rocaille, hein, et une bâche avec un peu de boue à l'intérieur, et ça fait une petite flaque. Et cette flaque, elle recueille beaucoup d'animaux, et ici en l'occurrence, des animaux très intéressants, les larves de tritons alpestres, et je vais avec cette brindille essayer d'en faire bouger une, je vais voir si vous pouvez les distinguer.
Sinon, on fera un plan rapproché plus tard. Alors, voyons voir. Ça bouge là, hein? Voilà. Voilà. Et il y en a beaucoup. Donc s'il ne pleut pas, on était fort bien pourvu cette année, mais s'il ne pleut pas, je vais devoir mettre 200-300 litres d'eau chaque semaine ou 2 fois par semaine dedans. De l'eau que je recueille à la source évidemment, et non l'eau de robinet. Voilà, là je l'ai fait bouger, il y a beaucoup de larves de tritons dedans, et ça c'est génial, sur 2-3 mètres carrés, et malgré cette petite surface d'eau stagnante, je ne me fais toujours pas piquer par les moustiques, tout simplement parce que l'écosystème il est complet et équilibré. Alors ici, je tenais absolument à vous montrer le jeu des hauteurs, l'effet structurant des cheminements. Vous voyez, donc on se contente de faucher le cheminement et des saules, donc des plantes locales hein, de chez nous qui poussent ici. Alors j'insiste, pour un jardin écologique, il faut des contrastes, encore une fois, des contrastes en hauteur, hein, les cheminements qui sont structurants et 80% d'espèces de plantes locales, des plantes de chez nous, et c'est alors après qu'on peut venir installer, si le cœur vous en dit, des espèces exotiques à hauteur de 20%, à condition qu'elles ne soient pas trop agressives ou invasives, sinon c'est dangereux hein, pour notre flore locale. Et ensuite ici, on peut faire un petit focus sur cette zone. Regardez cette belle, ce beau Phlomis russelliana qui est en pleine floraison avec le Nepeta à côté, une autre zone maigre avec toujours en toile de fond les haies, hein, toujours le contraste zone maigre, les haies, les cheminements et puis les saules. Alors ici une plante très intéressante au graphisme fort et puissant, l'inule, Inula magnifica. L'espèce botanique s'appelle Inula helenium, celle-ci en est une autre. Alors les hampes florales vont atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, donc bientôt je vais devoir les tutorer parce qu'en cas d'orage fort, évidemment ceci se casse. Donc regardez la taille de la feuille, magnifique. Il faut un sol frais, voire humide et très riche pour obtenir ce résultat. Et la floraison elle est alterne, à chaque fois une grosse fleur jaune de cette taille-là environ, le long de la tige qui attire beaucoup les bourdons et les papillons. Donc voilà pour la dernière plante que je vous présente aujourd'hui. Donc afin d'en découvrir plus, ou si vous avez envie d'en découvrir plus, Hyménoptera, le jardin écologique, est ouvert au public tous les week-ends d'avril à octobre, tous les week-ends à 15 h. On peut modifier l'horaire selon les besoins, mais toujours sur rendez-vous. Il faut toujours téléphoner ou écrire un mail parce que sinon vous risquez de faire chou blanc. Je n'ai pas toujours ouvert aussi, ou parfois nous sommes carrément trop nombreux. Ensuite, pour clôturer, n'oubliez pas qu'un jardin propre entre guillemets, est impropre à la vie. Il faut du fouillis, du contraste, de la hauteur et différentes strates avec un maximum d'espèces végétales locales ponctuées de quelques exotiques pour le cachet, pour la beauté, pour obtenir la biodiversité augmentée au jardin. Alors qu'à l'inverse, un jardin propre, taillé au cours d'eau, où on le voit les gens en train de brosser les mousses sur les troncs d'arbres et sur les pavés, ça c'est carrément inhospitalier pour la biodiversité. Donc à présent, à vous de choisir dans quel camp verser.